Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle Minute Sahélienne. Je suis Jérôme Pigné, président et cofondateur du réseau de réflexion stratégique sur la sécurité au Sahel. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Michael Shurkin, qui est politologue et expert à la RAND. Bonjour Michael. Bonjour. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui est de plus en plus au cœur des discussions politico-stratégiques sur les questions de sécurité au Sahel et qu'on voit émerger depuis, je dirais, le début de l'année, surtout la fin de l'année 2017, début de l'année 2018. Faut-il, oui ou non, discuter avec les groupes armés terroristes au Sahel? Il y a beaucoup de débats qui émergent, notamment dans la communauté des experts et des chercheurs. Nous aimerions avoir votre avis sur la question à travers un premier élément. Faut-il, oui ou non, dialoguer avec les groupes armés terroristes dans l'ensemble des pays du Sahel? Je suis de côté de ceux qui disent que non, qu'il ne faut pas discuter avec eux. Mais je veux distinguer entre les niveaux. Parce que à le haut niveau, c'est-à-dire des commandants, Iyad al-Ghali, les gens qui sont vraiment à la tête de cette interaction islamiste, à mon avis, il ne faut pas discuter avec eux parce que, autant qu'on sache, ils cherchent à vraiment, enfin, ils cherchent à gagner. Et ce qu'ils veulent, c'est vraiment contrôler. Donc, il n'y a pas de compromis qu'on peut avoir avec eux. Et s'ils disent d'accord, s'ils acceptent l'idée de discuter, de faire des négociations, ce n'est qu'une tactique. Donc, pour eux, c'est une tactique qui va leur permettre à consolider leur position et aussi vu qu'en ce moment, l'équilibre de pouvoir, le rapport de pouvoir entre les islamistes et l'État malien est vraiment dans la faveur, dans le côté des islamistes. Alors, s'ils disent oui, parce que eux n'ont pas besoin de négocier parce qu'ils sont en train de gagner lentement. Donc, c'est le jeu long. Chez les stratèges français militaires, on parle de manœuvre de lassitude. Donc, c'est ce qu'ils font contre l'État malien et aussi contre la France. Donc, pour eux, l'intérêt, c'est de traîner, de prendre le temps. Et si on accepte de faire des négociations, ce n'est qu'une tactique. Mais ceci dit, je crois qu'il faut absolument chercher à négocier avec les niveaux plus bas. Surtout quand on regarde ce qui se passe au Mali et aussi au Burkina Faso et Niger, etc., que souvent ce qu'on voit, c'est que cette insurrection, c'est une constellation d'insurrections au pluriel. C'est-à-dire qu'il y a des petits conflits micro dans tous les endroits entre les voisins. Donc, il y a beaucoup de petits conflits entre les gens et je crois que ce sont tous ces conflits qui alimentent la grande interaction. Et ce sont ces conflits qui alimentent, qui donnent du pouvoir, il y a la rade, etc. Et je crois que c'est à ce niveau qu'il faut chercher, négocier, trouver des accords, essayer de mettre les deux côtés de tous les micro-conflits ensemble autour d'une table et de chercher à se comprendre. C'est à ce niveau, à mon avis, qu'on peut trouver des compromis, des bons compromis. Et ce que j'aimerais bien voir, c'est ce que l'État malien essayait de mener des temps de négociation à ce niveau local et d'essayer vraiment de chercher des compromis pour résoudre tous les conflits micro. C'est un grand travail, c'est difficile à faire, mais comme ça, un peu de petit à petit, on peut c'est comme un peu grignoter au pouvoir d'Iyad al-Ghali, on peut lui enlever des ressources, des hommes, des ressentiments, toutes les choses qui alimentent le conflit. Donc, on peut le faire et avec l'État islamique et avec le GNMI. Et donc, pas de négociation au niveau stratégique parce que je ne vois pas le sens. Et aussi, ce serait un désavantage parce que ça va vraiment, ce sont les islamistes qui vont en profiter. Mais au niveau local, c'est essentiel à faire. Donc pas avec le management, plutôt avec les soldats qui sont embrigadés peut-être pour des raisons différentes, comme vous le disiez, de façon à éviter
de fragiliser la position de l'État, que ce soit le Mali, le Burkina ou le Niger, dans une discussion éventuelle avec les groupes spécifiques, avoir une approche vraiment spécifique, Oui, voilà. plutôt bottom-up que top-down. Oui, parce que sur le top, il y a et les gens à ce niveau, ils cherchent à faire le djihad, à mon avis. Donc, autant que je sache, ils cherchent à faire tomber l'État malien et de faire chasser des Occidentaux. Ils ont des objectifs assez totaux. Mais les combattants, c'est pas nécessairement le cas. Eux, ils ont des revendications locales. Ils sont poussés par des ressentiments dont les racines se trouvent dans les conflits traditionnels, les conflits locaux, etc., etc. Donc, c'est à ce niveau qu'on peut vraiment essayer de mettre de l'eau sur le feu. D'accord. Certains pensent que dans cette logique, Barkhane devrait stopper son action militaire de manière à favoriser le dialogue entre l'État et les groupes armés terroristes. Qu'est-ce que vous pensez de cette approche par rapport au positionnement et à la stratégie de Barkhane? Je ne vois pas le profit, je ne vois pas ça ne sert à rien à stopper, à mettre Barkhane sur pause. Vu le fait que l'idée, c'est d'essayer d'abord, il faut créer l'espace dans lequel le Mali puisse trouver des solutions politiques. Et si on faisait la pause, ce sont les islamistes qui vont consolider leur position et qui vont continuer à mettre le rapport de force entre les deux côtés au profit de leur côté. Donc, je ne vois pas l'occasion. Ce qu'il faut stopper, c'est plutôt qu'on voit souvent les actualités avec les attaques des milices Dogon épaulées par l'État malien et des exactions contre des populations civiles. C'est ce genre de choses qu'il faut absolument arrêter. Absolument. Mais la pression que Barkhane cherche à mettre sur le management, à mon avis, c'est essentiel. Et ça, c'est la stratégie de Barkhane. Et Barkhane, la valeur de Barkhane, bon, on peut discuter de la valeur de Barkhane, et c'est vraiment efficace, mais toute l'idée, c'est de créer l'espace dans lequel l'État malien puisse faire des solutions politiques peut s'imposer, mais aussi pour créer l'occasion dans laquelle on peut, les Maliens eux-mêmes puissent manœuvrer politiquement surtout. Et c'est difficile à voir comment Barkhane pourrait faire ça si on s'arrêtait. Mais ça aussi, c'est le problème avec Barkhane et c'est le problème avec ce qui se passe. C'est-à-dire que pour que Barkhane réussisse, Barkhane ne peut rien faire en dehors de cette mission de créer l'espace dans lequel les Maliens eux-mêmes puissent agir. Et si les Maliens n'agissent pas, si les Maliens, par exemple, avec la transition politique qui, à mon avis, qui est en train de se dérouler au Mali, qui, à mon avis, est cruciale, c'est essentiel. Il faut que le Mali réussisse cette transition politique pour que le gouvernement qui en sort soit plus légitime et plus efficace que ce qu'il y avait avant. C'est essentiel pour gagner. Mais c'est pas à la France à faire ça. C'est pas aux étrangers comme moi à faire réussir cette transition politique. Mais le boulot de Barkhane, c'est d'essayer de créer cet espace, un peu d'espace dans lequel les Maliens eux-mêmes peuvent faire réussir cette transition politique pour que le gouvernement malien soit plus légitime et plus efficace. Et c'est ce que je veux dire par les solutions politiques. Parce qu'il faut que le Mali fasse face, on dit, oui, à tous ces problèmes politiques et des problèmes de légitimité, etc. C'est dans cet endroit. Ça, c'est l'arène dans laquelle il faut que le Mali agisse. Se positionne et agisse. Oui, avec plus de succès.
Mhm. D'ailleurs, le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, ministre des Affaires étrangères français, était dernièrement à Bamako. Il a rencontré les autorités de transition, notamment le Premier ministre, et il est ressorti, notamment dans la presse, qu'il y avait une forme de désaccord sur la question de la discussion ou des négociations avec les groupes armés terroristes ou non. On connaît, on le savait déjà, ça a été réaffirmé, la position de la France est très claire, pas de discussion avec les groupes armés terroristes. Il ne ferme pas la porte à des discussions à l'intérieur du processus politique et des accords d'Alger, mais il est exclu, du point de vue français, de discuter avec les groupes armés terroristes. Est-ce que on a vu une certaine forme de levée de bouclier à l'endroit de ce positionnement français? Est-ce que la France, Barkhane et la diplomatie française est légitime à donner son avis, selon vous, sur la question des négociations ou pas avec les groupes armés terroristes? Oui, bon, c'est une grande question parce que il faut que la France, je ne sais pas comment le dire en français, mais c'est quand il y a une file, il faut s'équilibrer sur cette file en marchant avec la pôle comme ça. Et c'est ça ce qu'il faut que la France fasse parce que la France veut que la France sait, donc d'après la doctrine, et c'est ça le sujet un peu de l'étude que je viens de publier, d'après la doctrine française et les stratégies françaises, il faut laisser aux Maliens de trouver eux-mêmes des solutions politiques. Parce que le Mali n'est pas une colonie et la France ne veut pas agir en tant que pouvoir colonisateur. C'est plus ça, on est fini avec ça. Mais ceci dit, c'est-à-dire qu'on est là, on intervient dans la situation, tout en cherchant à éviter à s'imposer. Donc, on s'impose en cherchant de ne s'imposer pas. C'est un paradoxe. Et c'est ce paradoxe qui rend difficile la position française. Parce que d'un côté, je crois que la France a une vote. C'est légitime parce que ce sont des soldats français qui risquent leur vie, qui sont tombés. Ça coûte, je sais vers quoi, 800 plus d'un milliard, oui, on est passé de presque 800 1 milliard millions d'euros. à plus d'un milliard. Oui, voilà. Mais tout en sachant qu'il faut que la France laisse autant que possible la liberté de manœuvre politique aux Maliens. C'est difficile parce que d'un côté, ça veut dire que la France ne réjouit pas de la liberté de manœuvre, de la liberté d'action, et on l'octroie aux Maliens. Très difficile. Alors, c'est normal, à mon avis, qu'il y aura des désaccords entre la France et le Mali. Vu que les deux, ils ont des agendas un peu différents, ils ont aussi des rythmes, des tempos différents. Il y aura des frustrations, il y aura des frictions, c'est normal. Alors, est-ce que la France doit faire un veto et supprimer les négociations? Oui, non, d'après ce que je viens de dire, en général, je suis dans ce question-là, je suis d'accord avec la position française. Mais aussi que ce qui est important, c'est que la France essaie de se mettre en accord avec les dirigeants maliens. Et il ne faut pas que la France impose sur le Mali la direction politique, bien que ce soit très tentant à faire. Et c'est pas facile, c'est vraiment pas facile. À cause de ce problème le fait d'être là avec tous ces soldats, ça veut dire qu'on s'impose sur la scène politique. Et la France, les Français savent qu'il ne faut pas s'imposer sur la scène politique. C'est un paradoxe. Alors, le fait de voir les frictions, ça ne m'étonne pas. Mais je crois que, bon, il faut qu'il soit en négociation entre les Français et les Maliens. L'idéal, c'est que ce soit en cachette. C'est-à-dire que ça se fait en chambre close pour que les autres ne savent pas, parce que ce serait préférable à mettre une façade unie. Toujours très utile. Homogène entre les Maliens et les Français. Oui, à mon avis, c'est important. Donc, il faut mieux que les désaccords restent un peu à l'ombre, comme ça. Dans l'antichambre. Voilà. Très bien. Eh bien, merci, Michael Shorkin. Je rappelle que vous êtes expert et politologue à la RAND.